toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Liboman organisé par l'étudiant africain. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très crucial mais souvent passé sous silence, la santé mentale des jeunes étudiants et étudiantes en Afrique. La pression académique, les difficultés économiques, la solitude, mais surtout le poids du regard social font que de nombreux jeunes vivent des situations de détresse psychologique sans oser en parler. Le tabou autour de la santé mentale reste fort dans nos sociétés africaines où exprimer son mal-être est encore souvent perçu comme un signe de faiblesse. Donc, notre objectif ce soir est de briser le silence, de comprendre les enjeux et surtout de proposer des solutions possibles. Je suis Moussa Mohamed Djibrine, votre humble modérateur. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir quatre invités venant des différents pays de notre cher continent. Tout d'abord, nous avons le docteur Jean Bamé qui nous vient du Cameroun. Il est enseignant au département d'éducation physique, de santé et loisirs de la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Ngaoundéré. Il est docteur en psychologie sociale et a consacré ses travaux de recherche aux nouvelles formes d'addiction en milieu universitaire, notamment celles liées aux réseaux sociaux, aux smartphones et à Internet. Ensuite, nous avons M. Kevin Damaoussé qui nous vient du Togo. Il est psychologue du travail, engagé depuis près de 4 ans dans la promotion de la santé mentale et du bien-être des travailleurs. Il est coordinateur du blog Mon Psychomac depuis 2019. Monsieur Kevin Da a accompagné individuellement une quarantaine de personnes sur des problématiques liées au stress, à l'anxiété et à l'orientation scolaire et professionnelle. Il est actuellement responsable du bureau Go Mobility au Togo, où il prépare des étudiants à leur projet d'études à l'étranger et aussi dans leur parcours professionnel. Ensuite, nous avons M. Valérie Ngoy Ndala qui nous vient de la République démocratique de Congo. Il est psychologue de formation et directeur de cabinet du cabinet national des psychologues et éducateurs congolais. Il est aussi enseignant-chercheur et dirige les éditions Lumumba et est rédacteur en chef adjoint des revues scientifiques de la plateforme AfriScience. Monsieur Ngoy Ndala est également président de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Il est aussi promoteur du label Afrique Ndala Group et représente l'Afrique centrale et les Grands Lacs au comité international des rédacteurs en chef francophones de l'Académie internationale de la francophonie scientifique. Enfin, the last but surely not the least, nous avons Madame Fatou Kouma qui nous vient du Sénégal. Elle est une spécialiste de la santé mentale communautaire et présidente de l'association Talk to Me qui œuvre pour une santé mentale accessible à tous. Encore une fois, merci à vous d'avoir accepté notre invitation afin d'avoir cette discussion sur un sujet aussi important que la santé mentale des jeunes étudiants en Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un petit peu nous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Alors, tout d'abord, nous aurons 3 tours de questions que nous allons poser à nos chers intervenants. Ensuite, nous allons donner la parole au public qui aura l'opportunité aussi de poser ses questions aux experts ici présents via l'onglet chat. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les poser. Et enfin, je crois qu'il y a un souci de son. Madame Linda, effectivement, je me disais, il y a notre collègue qui aurait un souci de connexion. Est-ce que Madame Linda est là pour le seconder? Oui. Donc, notre collègue Abdel
Abdel, tu es là? Bon, Moussa, Oh oui, j'ai l'impression que le frère Moussa, il est revenu? Oui. Ah, ok, c'est bon. Bon. Il peut me retirer alors. Bonsoir Abdel. Je vous prie de m'excuser pour le désagrément causé à quelques soucis techniques liés à la connexion. Malheureusement, c'est indépendant de ma volonté, donc je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Donc, j'étais en train d'expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Nous aurons 3 tours de questions adressées à nos experts. Ensuite, nous aurons la phase où le public aura l'opportunité de poser des questions via l'onglet du chat. Et enfin, nous allons conclure par une brève conclusion afin de dégager des pistes d'action. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier round qui nous permettra justement de comprendre le tabou autour de la santé mentale en Afrique. Et comme première question, nous allons vous demander dans vos pays respectifs comment la santé mentale était perçue dans le milieu universitaire. Est-ce que monsieur Damaossé, vous pouvez commencer, s'il vous plaît? D'accord. Merci, cher modérateur, pour votre brillante présentation. Et merci également pour le parcours si bien présenté. J'étais sidéré en écoutant votre présentation. Merci. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à toute l'équipe de l'étudiant. Voilà. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'association ou de l'organisation qui organise cet événement. Merci pour leur invitation et félicitations pour tout le travail abattu jusqu'à maintenant. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement aujourd'hui et partager quelques connaissances aux auditeurs ou à tous ceux qui vont nous suivre de près ou de loin. Alors, la première question qui est de savoir comment la santé mentale dans les milieux universitaires se présente. J'aimerais, dans un premier temps, apporter une clarification ou une explication sur la notion de la santé mentale. Il faut dire que, généralement, quand on parle de santé mentale, beaucoup de personnes pensent que la santé mentale, c'est pour les fous, ceux qui ont des problèmes ceux qui présentent des troubles mentaux. Donc, ça fait fuir beaucoup de personnes dans nos sociétés par manque d'information, par manque de compréhension. Alors, l'OMS nous dit qu'on parle de santé mentale lorsqu'un individu arrive à gérer les tensions normales de la vie. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte en matière de santé mentale. Deuxième chose, c'est lorsque l'individu arrive à faire un travail productif et fructueux. Donc, ça fait le deuxième élément ou la deuxième notion à prendre en compte quand on parle de santé mentale. Troisième chose, c'est lorsque cet individu arrive à réaliser son plein potentiel. Voilà. Lorsqu'un individu réalise son plein potentiel, on dira qu'il a une bonne santé mentale. Et le dernier élément, c'est-à-dire le quatrième critère en matière de santé mentale, c'est lorsque l'individu arrive à contribuer à la vie communautaire. Deux éléments sont frappants quand on comprend la santé mentale définie par l'OMS. Et c'est ce que j'aimerais que nous tous ici ce soir nous comprenions avant de
d'aller au fond des échanges, au fond des discussions. Le premier élément à comprendre, je l'avais dit au départ, c'est que la santé mentale ne renvoie pas directement à la folie ou à la maladie mentale. Quand on parle du fait qu'un individu peut réaliser son plein potentiel, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale forcément, même si quelqu'un qui a des problèmes quelqu'un qui présente des troubles mentaux aura des difficultés à réaliser son potentiel, mais on a des individus qui visiblement sont bien portants, mais n'arrivent pas à réaliser leur plein potentiel. Ça voudrait dire que avec cette définition de l'OMS, il y a des questions à se poser sur ces individus. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien gérer ses émotions, par exemple, n'est pas stable, il ne pourra pas être productif au travail. Un étudiant qui n'est pas bien émotionnellement, un étudiant qui traverse une période de déception peut-être amoureuse, n'est pas bien émotionnellement et il ne pourra pas être productif à l'université, à l'école et tout. Le deuxième élément que nous retrouvons dans la définition de la santé mentale, c'est que la santé mentale peut concerner tout le monde. Tant qu'on est individu, on est concerné par la santé mentale. Et ça m'amène à chuter directement sur la question qui m'a été posée, qui est de savoir si en milieu universitaire, je prends le cas du Togo, on a des problèmes de santé mentale partout où il y a les individus. Sachez que les difficultés liées à la santé mentale vont forcément se présenter. Parce que c'est un individu qui présente les problèmes de santé mentale. Et aujourd'hui, les étudiants manifestent beaucoup de problèmes liés à la santé mentale. On n'a pas aujourd'hui des données chiffrées. C'est ça le problème aussi en Afrique. On n'a pas exactement les données chiffrées pour dire voilà les statistiques des étudiants qui ont des problèmes de santé mentale, ceux qui consultent, ceux qui ne consultent pas. Mais je crois qu'à la longue, l'Afrique aussi va arriver à ce niveau pour avoir des statistiques sur plusieurs problématiques de ce genre. Donc, visiblement, et quand vous avez autour de vous des étudiants qui vous disent monsieur, écoutez, je ne suis pas bien mentalement, c'est comme si ça ne va pas, ce sont des indicateurs que les étudiants présentent des problèmes de santé mentale. Ils ne sont pas stables. Peut-être qu'ils n'arrivent pas tout de suite à savoir que ça concerne la psychologie ou bien ça concerne les professionnels de santé mentale, mais une chose est sûre, beaucoup de personnes présentent cette difficulté de jour en jour. Et le bémol dans nos contextes, c'est que comme les gens n'ont pas l'information que les spécialistes existent, soit ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, ils vont rester dans leur coin en attribuant d'autres causes à leurs problèmes. Donc oui, les problèmes de santé mentale existent dans nos contextes et de jour en jour, il y a des professionnels qui essaient de sensibiliser, ils essaient d'apporter des solutions. Et voilà, je crois que cet événement est aussi l'une des actions qui contribuent à sensibiliser. Merci, je crois que j'ai été long, mais je pense que ça en valait la peine pour que nos followers puissent bien nous comprendre. Merci. Merci à vous, M. Maoussé, d'avoir donné la définition de l'OMS, de ce qu'est la santé mentale. Et aussi, vous avez parlé du cas du Togo. Merci beaucoup. Et donc, du coup, nous allons passer la parole à M. Ngoïdala, si c'est possible de nous parler du cas de la République démocratique du Congo. Merci à notre collègue du Togo qui venait justement de poser les bases en ce qui concerne la définition de ces concepts qui nous réunissent ce soir, donc la santé mentale. Et il a justement soulevé un sérieux problème en termes de statistiques
de ces étudiants ou de ces collègues qui en souffrent en silence dans les milieux universitaires, particulièrement ici nous parlons des jeunes, donc les étudiants. Et en ce qui concerne la situation de la République démocratique du Congo, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, je parle ici sous réserve bien sûr, la santé mentale des étudiants est considérée comme une question secondaire. Donc, elle n'est pas beaucoup prise en compte dans les grands débats publics, dans les grandes décisions institutionnelles, en lieu et place d'être considérée comme un problème de santé ou un enjeu majeur de santé publique. Il est tout simplement ignoré. On peut dire vrai, ignoré. Et par conséquent, les gens ou les étudiants qui éprouvent des problèmes liés à la santé mentale sont considérés comme des faibles, tout simplement. Et là, ça interroge sur notre façon d'interagir avec ces fléaux qui ne concernent autre que la souffrance psychologique. Et cette souffrance psychologique a d'énormes impacts, bien sûr. Il y a des problèmes tels que le collègue venait de les dire en termes d'improductivité. Vous voyez que les étudiants n'arrivent pas vraiment, certains bien sûr, n'arrivent pas à produire les meilleurs résultats, donc à exploiter leur plein potentiel. Et ça limite justement. Maintenant, il nous faut revoir peut-être notre cadre, on y arrivera bien sûr en termes de suggestions, mais pour le cas de la RDC, de manière globale, la santé mentale dans les milieux universitaires est considérée comme une question secondaire, donc qui n'est pas prioritaire. Et voilà donc ce que je peux dire pour le cas spécifique de mon pays. Merci beaucoup, Monsieur Ndala, d'avoir pointé du doigt le fait qu'en République démocratique du Congo, la question de la santé mentale des jeunes étudiants et étudiantes passe au second plan et qu'il n'y a pas assez de décisions publiques ou même au niveau universitaire sur cette problématique-là. Merci encore une fois. Alors, nous allons passer la parole à Madame Fatou Kouma pour nous donner son expérience à partir du cas du Sénégal. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, déjà, peut-être, j'explique un peu c'est quoi la santé mentale communautaire pour ceux et celles qui me suivent. Donc, moi, je suis spécialiste en santé mentale communautaire et présidente de l'association qui œuvre pour le bien-être mental des populations, particulièrement celles qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, la santé mentale communautaire, c'est que adapter tous les outils de la psychologie donc, aux différentes communautés. Donc, comme nous le savons, et je parle sous le contrôle des différents spécialistes qui sont ici, que l'être humain est différent de son prochain et que en fonction des outils, de ses intérêts, on peut passer par ça pour l'accompagner en fonction de son groupe d'appartenance, des réalités de son groupe d'appartenance, donc réalité culturelle, réalité religieuse. Et comme nous le savons, nous sommes en Afrique, nous au Sénégal. Donc chaque culture, chaque ethnie a ses réalités. Maintenant, pour pouvoir faire comprendre à tout le monde c'est quoi la santé mentale et enlever ce tabou-là qui l'entoure, on essaie de rendre cela communautaire, partir dans chaque ethnie, chaque culture, récupérer les outils qu'elles ont d'abord pour gérer ce qui ne vont pas bien parmi eux et pouvoir l'adapter à la psychologie et les aider donc vraiment à aller bien. Donc, c'est un peu pour poser le contexte sur ce qu'est la santé mentale communautaire. Et je pense que les autres panélistes ont vraiment posé le débat. Je pense qu'on partage un peu les mêmes problèmes par rapport à la santé mentale de manière générale et aussi dans le milieu universitaire. Donc, quelque chose qui n'est pas vraiment trop pris au sérieux, qui commence à l'être quand même, qui commence à l'être parce que ça commence à être un besoin qui vient même des étudiants, qui vient même des jeunes, qui et beaucoup de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à nous l'expliquer, à comprendre pourquoi, c'est quoi vraiment la source du problème. Maintenant, on se tourne vers les problèmes de santé mentale pour nous dire est-ce qu'en réalité c'est pas ça en fait, est-ce que c'est pas l'instabilité, est-ce que c'est pas la peur, est-ce que c'est pas vraiment d'autres facteurs qu'on ne peut pas voir
qui cause cette détresse-là psychologique chez les jeunes, particulièrement chez les universitaires. Donc, comme les autres panélistes l'ont dit, c'est pas quelque chose qui est vraiment pris au sérieux. On n'a pas de statistiques comme eux sur la santé mentale de manière générale, et même des universitaires. On n'a pas assez de structures, donc dans les universités publiques comme privées. Il peut y avoir une infirmière, ou en tout cas une personne qui s'occupe de la santé physique, mais il n'y a pas une personne qui s'occupe de la santé mentale des étudiants. C'est très rare, mais enfin, on commence à avoir ça dans certaines universités, dans certaines grandes universités publiques, mais ce n'est pas encore le cas partout. Et à cela s'ajoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réalités socioculturelles. Donc, quand un étudiant ou une étudiante part à l'université du jour au lendemain, change de comportement, bien qu'on n'arrive plus à suivre ce qu'il ou elle fait, on a tendance à dire que peut-être c'est du maraboutage, en tout cas trouver vraiment des alternatives spirituelles, etc., qu'au lieu de prendre en compte la santé mentale. Donc, c'est sur toutes ces dimensions-là qu'il y a à prendre en compte, et ça reste un tabou parce que c'est toujours affilié à la folie. Donc, tout le monde a peur d'en parler, tout le monde a peur de dire que je ne vais pas bien. Donc, il y a déjà cette déstigmatisation-là, cette sensibilisation-là à faire pour pouvoir briser le tabou et montrer que c'est aussi important que la santé physique, et que sans la santé mentale, il n'y a tout simplement pas de santé. Mais aussi s'adapter aux réalités de tout un chacun pour pouvoir apporter l'aide nécessaire, et surtout faire comprendre aux dirigeants, parce qu'on dit tout à l'heure, on n'a pas de statistiques, ce n'est pas prioritaire dans les politiques publiques, etc. Donc, c'est vraiment des plaidoyers à porter au niveau des décideurs, donc pour qu'ils puissent comprendre l'essence même de la santé mentale, pourquoi c'est important dans l'évolution des étudiants et comment ça les aide vraiment à réussir dans leur vie socio-professionnelle. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Kouma, d'avoir mis l'accent sur le fait que pour vous, il y a un lien intrinsèque entre les réalités socioculturelles et la santé mentale. Et donc, pour vous, les deux vont de pair. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point. Alors, nous allons passer la parole au docteur Jean Bamé. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Je m'excuse du petit retard que j'ai eu lié à mon moteur de recherche qui bloquait justement que je puisse participer. Il a fallu désinstaller, réinstaller à nouveau. Je vous dis merci pour ce bug. Merci bon, à vous. Concernant la santé mentale, il faut préciser que la perception de la santé mentale est souvent perçue, du moins celui qui souffre d'un problème de santé mentale au Cameroun est souvent perçu comme quelqu'un de faible. Et parfois, c'est assimilé au problème spirituel. Par exemple, on sous-entend que c'est des gens qui sont attaqués par des démons, qui sont attaqués par des pratiques maléfiques parfois. Et également, dans le milieu institutionnel, cette maladie n'est pas prise en compte, tout simplement parce que nos universités se concentrent uniquement sur la création des infrastructures académiques, les curricula, et peu ou pas de services dédiés à la santé mentale. Dans leur budget même, ça n'existe presque pas. Le budget est quasi nul. Ce qui fait qu'actuellement, on se rend compte que le besoin est là, mais nos universités, pour le moment, n'attachent pas d'importance à cela. Pour eux, quand on parle de la santé, on se limite uniquement à la santé physique. Mais on ne pense pas à la santé mentale. Malgré que dans les universités, on forme des spécialistes de la santé mentale, mais vous arrivez dans le centre médico-social, vous ne trouvez même pas un spécialiste. Il n'y a même pas une cellule en charge de la santé mentale. Et concernant les tabous, il y a le véritable problème, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire, quand on parle de santé mentale, dès que quelqu'un dit qu'il souffre, on dit qu'un étudiant ou bien quelqu'un souffre de santé mentale. Au Cameroun, particulièrement dans le milieu universitaire, on voit directement la folie. Ce qui fait que les étudiants ne parviennent pas à parler. Même quand ils ont des problèmes, ils ne parlent pas. Du moins, s'ils parlent, ce n'est pas de manière officielle. Donc, c'est l'une des conséquences du fait qu'il y a tellement de préjugés liés à la santé mentale. Parce que quand on parle de santé mentale, réellement, on voit seulement le côté spirituel.
Donc, c'est une des causes de beaucoup de difficultés que les étudiants ont dans nos campus. Et concernant, par exemple, les conséquences du silence, il y a la baisse des performances académiques, le décrochage. Et dans un contexte où on voit, par exemple, au Cameroun, le taux de suicide commence à être élevé dans le milieu étudiantin. On voit des étudiants qui se suicident, des étudiants qui ont des idéations suicidaires, c'est-à-dire ils veulent se donner la mort. Et également, le mal-être est profond parce que les milieux universitaires sont devenus des milieux où la consommation des produits psychoactifs est déjà devenue tellement élevée, tout simplement parce que les étudiants sont obligés d'aller se réfugier dans ce genre de pratiques, que ce soit l'addiction aux réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire aussi, aux écrans et aux produits psychoactifs. Et nous, on a fait un constat. Je prends l'exemple du Cameroun, de l'université de Ngaoundéré où j'appartiens. Sans vous mentir, à des heures comme après les cours, les milieux de joie, c'est-à-dire des milieux, quand je dis milieux de joie, c'est des bars, sont tellement... il y a une abondance des étudiants qui passent le temps à boire. C'est une façon, c'est un signe qui montre qu'il y a un mal-être. Parce que c'est là-bas où ils trouvent le temps d'aller se réfugier. Donc, c'est à peu près la situation du Cameroun actuellement et du milieu étudiantin au Cameroun et plus particulièrement de l'université de Ngaoundé où j'appartiens. Je vous remercie. Merci à vous, Dr Mbame, de nous avoir éclairé sur la situation au Cameroun et surtout ce que vous avez pointé du doigt, c'est le manque de budget dont même les universités n'ont pas les moyens ou ne pensent pas que c'est important d'allouer un gros budget en ce qui concerne la santé mentale des étudiants africains. Aussi, la question de la stigmatisation, même au niveau social, avec la société qui pense que c'est mal de dire que oui, je suis en dépression ou j'ai de l'anxiété. Et ce qui fait qu'il y a les conséquences, c'est les décrochages en milieu scolaire. Et aussi, vous avez montré du doigt qu'il y a le taux de suicide en milieu universitaire aussi commence à grimper. Et avec la consommation des stupéfiants et aussi des écrans. J'avais d'autres questions pour ce premier round, mais vous tous, toutes et tous, avez répondu et vous avez, par rapport à vos diverses interventions, vous avez pointé du doigt les différentes questions, notamment aussi sur le fait que il y a un manque de prise en compte de la santé mentale. Il y a les réalités socioculturelles qu'on doit interroger et qu'on doit prendre en compte afin de comprendre d'où viennent ces tabous-là. Je pense que toutes et tous, vous avez mentionné le fait que le tabou règne autour de cette question parce qu'on estime que celui qui dit que je souffre d'un tel ou tel problème mental, c'est synonyme d'être fou, alors que ce n'est pas nécessairement cela. Et justement, je fais allusion à la définition de l'OMS que M. Kevin Da avait mentionné tout à l'heure. Aussi, vous avez pointé du doigt que s'il y a un point en commun par rapport aux divers cas d'études des différents pays, c'est que il y a un manque de prise en compte, même dans les milieux universitaires. Et aussi, le besoin est là. De plus en plus, le besoin est là, les voix se lèvent et nous espérons qu'il y aura des décisions de politique publique pour justement prendre au sérieux cette thématique. Donc, nous allons passer au deuxième round. Qui va porter sur les réalités vécues par les étudiants. Et donc, la première question que nous avons à vous poser, c'est quelles sont les principales causes de détresse psychologique chez les étudiants et étudiantes en Afrique? Si M. Valérie Ndala peut prendre la parole, s'il vous plaît. Les causes sont très, très nombreuses. Je crois que dans votre introduction, j'ai lu quelques causes très, très communes, je peux dire. Non seulement aux étudiants africains, mais c'est une réalité tout simplement commune à tous les étudiants. Je crois que vous avez souligné la question liée aux pressions académiques. Et donc, rien que ces pressions, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec des devoirs qui s'accumulent, non, des devoirs, ça, dans certains pays, on appelle ça travaux pratiques ou travaux dirigés, etc. Rien que le fait de cumuler ces travaux sans les accomplir peut être une source de stress.
et par conséquent, on se retrouve dans une circonstance où on devient improductif. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a plusieurs choses à faire à la fois, plusieurs cours à réviser au même moment, mais on n'y arrive pas, peut-être parce que après les cours, on va aller chercher de l'argent. C'est là où aussi je dois revenir sur les secondes causes qui s'accompagnent aussi, qui devient carrément la cause socio-économique. Voilà. Dans certaines circonstances, on n'a pas d'argent pour financer ces études. Alors, on est partagé à la fois entre les études, mais aussi entre les terrains, hein, la recherche de l'argent pour financer nos études. Et c'est une source de stress, c'est une source de problèmes. Et lorsqu'il y a beaucoup aussi de travaux qui s'accumulent, toutes ces pressions académiques, tout ce cours, ça peut justement arriver à déstabiliser notre équilibre. Mais au-delà de ça, il y a aussi, justement, ça on doit le reconnaître, nous, enseignants africains, nous avons tendance à nous mettre dans une position de supériorité. Voilà, supériorité, c'est-à-dire lorsqu'on est professeur, on se croirait qu'on est un petit Dieu. Donc, en dehors de Dieu, c'est nous. Et là, c'est une très mauvaise attitude, bien que théoriquement, on parle des nouvelles méthodes, de tous les restes, de la nouvelle pédagogie universitaire, mais sur le plan pratique, nous mettons beaucoup de pression à nos collègues étudiants parce que demain ou après-demain, ils deviendront aussi enseignants. Hein? Les assistants deviendront professeurs, les professeurs, ainsi de suite. Donc, cette pression aussi de la part de l'enseignant qui n'arrive pas à créer une relation pédagogique adéquate qui favorise l'enseignement, devient aussi une source de stress et une source de pression psychologique qui peut justement impacter sur la santé mentale de l'étudiant. Nous avons récemment eu un débat dans l'université, dans un des forums hein, des enseignants universitaires, où un professeur est arrivé à réclamer qu'il y a certains étudiants qui ne peuvent pas comprendre, même si les sorciers de leur famille intercédaient, même si, vous comprenez un peu, de leur village pouvaient se réunir pour que l'étudiant puisse comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Déjà là, c'est un enseignant qui arrive à se dissocier. Le professeur a un problème. Moussa, tu peux enchaîner, s'il te plaît? Oui, ok. D'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, je vais passer la parole à M. Kevin Damaoussé, le temps que le professeur Ngoï Dala revienne. D'accord. Donc, le professeur Valérie nous évoquait les causes de la dégradation de la santé mentale chez les étudiants. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur tous les éléments qu'il soulevait. Et ajouter à ce qu'il a déjà partagé avec nous, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont perdus. Perdus dans le sens où ils se retrouvent dans des filières qui ne les correspondent pas. Soit ils ont fait un choix par suivisme et étant dans le parcours, il ne sait pas vers où la filière l'amène, quelle sera son issue, et donc il est perdu, désorienté, déboussolé complètement. Et un individu qui est perdu, il n'a plus d'équilibre. Et mentalement, il est déstabilisé. Et donc, c'est aussi un des éléments qui dégrade petit à petit la santé mentale des étudiants. Dans nos contextes ici, l'orientation des jeunes est aussi un autre sujet qui fait que vraiment les étudiants sont perdus. Vous les rencontrez à l'université, posez-leur la question, tu as choisi telle filière pour faire quoi?
Il va te regarder, il te dira, bah, moi aussi j'ai pris ça seulement, je ne sais pas pourquoi. Bien, je l'ai choisi parce que c'est papa qui a dit, je l'ai choisi parce que c'est maman qui a dit. Et aussi longtemps qu'on aura des étudiants dans nos universités sans projet d'études clairs, sans projet professionnel clair, ils seront déstabilisés, ils seront déséquilibrés, voilà, ils vont perdre leur repère. Au-delà de ça, on a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui qui deviennent un couteau à double tranchant. Et en même temps, on peut se servir des réseaux sociaux pour s'informer, apprendre et tout, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux deviennent aussi un élément qui dégrade la santé mentale des étudiants ou bien des jeunes. Et dans quel sens? Dans le sens où nous assistons aujourd'hui à une sorte de comparaison sociale sur les réseaux sociaux. Tellement il y a beaucoup d'illusions, voilà, beaucoup d'illusions sur les réseaux sociaux, qui fait que les jeunes, les étudiants n'arrivent plus à être dans le présent, à reconnaître et accepter la réalité des choses. Du coup, ça déstabilise leur élan. Un étudiant qui, à longueur de journée, regarde Instagram et qui regarde la belle vie que quelqu'un poste, son papa et sa maman n'ont pas les mêmes moyens pour lui offrir cela. S'il n'a pas une personnalité solide, s'il n'a pas un soutien social qui va solidifier sa personnalité, il peut être tout de suite déstabilisé et il va se remettre en cause. Mais pourquoi c'est moi? Je suis dans une famille où je n'arrive même pas à avoir 100 francs ou 200 francs pour aller à l'école. Et voilà, il y a mes collègues, mes camarades qui ont le même âge que moi, mais ils vont déjà dans les voitures, etc. Donc, ce sont des choses qui déstabilisent beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants dans les universités. Et ça fait un deuxième élément qui dégrade la santé mentale des jeunes. Donc, je crois que ça serait quelques deux points que je vais partager pour éviter d'être encore trop long. Merci. Je ne sais pas si j'ai été audible. Oui, vous l'avez été. Ok. Moussa. Merci. Allô? Donc, monsieur Valérie, vous êtes de retour? Je suis de retour avec la connexion qui nous pose problème. Il n'y a pas de souci. On vous laisse finir vos propos avant de passer la parole à une autre personne. D'accord. Je crois que certains des éléments, notre collègue venait de les épingler, ce qui est déjà très intéressant. En fait, j'étais en train de rebondir sur la situation socio-économique ainsi que la relation enseignant-étudiant. Et dans la plupart des cas, je crois qu'il y a un exemple sur lequel j'étais pour ramener dans les contextes. Un enseignant universitaire en République démocratique du Congo qui écrit dans un forum, bien sûr, apparemment, c'est un message que j'ai lu dans un forum, mais l'enseignant l'a dit dans un auditoire, devant les étudiants d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons trois catégories d'étudiants, ceux qui peuvent comprendre, ceux qui peuvent comprendre un peu, il donne ses justifications, et il donne la troisième catégorie, les étudiants qui ne peuvent pas comprendre, même si on a mené tous les villages pour les conseiller ou les génies de son village pour intercéder pour cet étudiant. Déjà, vous comprenez, si un étudiant qui n'a pas compris son cours est dans l'auditoire, il arrive déjà à avoir une certaine image de sa propre personne. Et généralement, quand on est devant un professeur, quand on est devant un enseignant, on le considère comme quelqu'un qui a plus de savoir que nous dans notre modèle, notre référence. Alors, de tels propos tenus devant les étudiants, ça questionne sur la relation enseignant et étudiant. Parce que justement, c'est cette relation pédagogique qui est très utile dans la réussite
et dans l'équilibre psychologique même de nos étudiants. Et donc, c'est là où je voulais rebondir un peu avant de donner la parole à nos chers collègues pour dire, aujourd'hui, la santé mentale en milieu universitaire dépend de plusieurs facteurs. D'abord, les facteurs sociaux, comme venaient de le dire les collègues. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est devenu compliqué, justement. Il y a ces mondes virtuels qui viennent impacter aussi sur le monde réel. Mais au-delà, il y a aussi la situation socio-économique. Nous avons beaucoup d'étudiants qui peinent à subvenir à leurs besoins académiques et qui s'auto-prennent en charge. Alors, ces étudiants ont besoin justement d'un accompagnement à la fois lié à leur propre situation personnelle, comme d'ailleurs vous le savez, en Occident, il y a ce qu'on appelle les job students. Donc, les étudiants qui travaillent et un travail qui leur permette, bien sûr, en même temps d'évoluer, de cumuler avec l'école, l'université. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, tu te débrouilles de la manière dont tu veux, dont tu peux, mais au moins que tu puisses répondre aux exigences académiques avec autant de pressions académiques. Et en dehors de ces situations socio-économiques, il y a aussi ce que je disais, donc la situation relationnelle, étudiant et enseignant. Lorsque cette situation ou cette relation n'est pas bien gérée, on arrive justement à amplifier ces problèmes de santé mentale dans les milieux universitaires. Donc, en résumé, c'est lié à la situation socio-économique, à la situation sociale, mais aussi à la situation socio-relationnelle, hein, voilà, pour tout ce qui sont liés dans les cadres académiques, etc. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Valéry, pour ces différents points que vous avez développés en ce qui concerne le cas de la RDC et le milieu universitaire et les causes de détresse psychologique chez les jeunes étudiants. Alors, je m'en vais donner la parole au docteur Jean Bamé. Vous qui êtes en contact permanent avec les étudiants de l'université de Ngaoundéré et vous avez beaucoup travaillé sur l'effet que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la santé mentale des étudiants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en ce qui concerne les causes de détresse psychologique chez les jeunes étudiants et étudiantes en Afrique et particulièrement à l'université de Ngaoundéré? Merci une fois de plus. Je pourrais dire que les causes sont presque les mêmes, hein. Les panélistes qui ont épilogué là-dessus avant moi ont presque tout dit. La pression académique est grande chez les étudiants. On met beaucoup de pression aux étudiants sur le plan académique. Et comme on est en train de dire, il y a aussi des problèmes liés aux problèmes socio-économiques, l'incertitude face à l'avenir, même l'avenir immédiat. Il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain. Il y a des enfants qui ne savent pas s'ils vont finir l'année académique. Il y a des enfants qui ne savent même pas si, au sortir de l'université, ils auront un emploi. Plus le milieu universitaire, chaque année, verse sur le marché de l'emploi un grand nombre de diplômés, mais moins de 10% sont absorbés par les employeurs. Du moins de 10% obtiennent un emploi. Donc, c'est une des difficultés que nous avions, une des difficultés qui cause, par exemple, la détresse psychologique. On a parlé aussi de la précarité. Par exemple, il y a des enfants, des étudiants que vous trouvez, ils sont peut-être 4 ou 6 dans une chambre de moins de 4 mètres carrés. Et vous voyez dans quel état psychologique ce genre d'étudiant peut être. Donc voilà, bref, de manière générale, c'est les véritables causes de la détresse psychologique des étudiants. Il y a aussi également les facteurs majeurs comme la précarité financière et la pression familiale. Parce que, sans vous mentir, beaucoup d'enfants ou bien beaucoup d'étudiants doivent réussir pour eux-mêmes et pour la famille. C'est-à-dire, la famille déverse tout ce qu'ils n'ont pas pu faire sur leur enfant. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas pu atteindre un certain nombre d'objectifs, ils remettent ça sur les étudiants, sur certains étudiants qui devront faire leur école et faire l'école de leurs parents que les parents n'ont pas pu faire. C'est-à-dire, si le papa voulait être médecin, il n'a pas pu être médecin, l'enfant doit faire l'école pour devenir médecin, comme son père n'a pas pu l'être. Donc, c'est ça justement des véritables causes de
de la détresse psychologique que nous avons dans le milieu universitaire. Également aussi, l'une des causes, parce que je travaille un peu avec les équipes sportives, je me suis rendu compte que même les entraîneurs sportifs universitaires mettent tellement la pression des entraînements. Vous voyez un étudiant qui est venu à l'université pour des études, mais il s'intéresse au sport universitaire, est considéré comme un employé d'un club. Ça veut donc dire qu'il doit s'entraîner le matin, parfois à midi et le soir. Et il a tellement la pression, tout simplement parce que son entraîneur, son coach, lui, il veut des médailles aux Jeux universitaires. Donc, il s'en fout de la santé de l'étudiant. Il ne sait pas si cet étudiant mange bien. Il ne sait pas. Et l'administration aussi, l'administration universitaire, elle veut être la meilleure université, par exemple, aux Jeux universitaires. Et pour cela, son problème, c'est qu'on fabrique des champions. Or, l'étudiant est là d'abord pour les études, il a la pression académique et il a maintenant une autre pression supplémentaire qui est la pression des entraînements. Et comme on était en train de dire, la pression des parents aussi, qui s'attend, qui voudrait qu'à l'enfant d'année, que l'enfant réussisse et que demain, s'il a un emploi, que ce soit un emploi qu'eux, ils n'ont pas pu avoir. Également aussi, depuis un certain moment, on commence à voir, la parole commence à se délier au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux, certes, ils ne parlent pas, ils ne verbalisent pas, mais à partir des statuts des étudiants, pour nous qui sommes dans des groupes WhatsApp et parfois des groupes Facebook, c'est quand tu vois les statuts d'un enfant, d'un étudiant, que tu comprends que ce message vous montrer quelque chose, est en train d'indiquer quelque chose. Donc, pour le moment, voilà véritablement les causes de la détresse psychologique des étudiants. Et comme on était en train de dire, un panéliste l'a dit aussi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux dégradent d'abord la qualité du sommeil, ce qui fait que beaucoup d'étudiants ne dorment pas assez. Et quand la qualité de vie n'est pas bonne, ça entraîne des conséquences. Durant mes études, par exemple, il y a une des études qui est, par exemple, en cours de publication sur l'addiction aux réseaux sociaux et la qualité du sommeil. On s'est rendu compte que à l'université de Ngaoundéré, particulièrement, les étudiants ont une très mauvaise qualité de sommeil. Et là, on a trouvé qu'il y avait des liens avec, par exemple, l'anxiété, qui était une des causes du manque de sommeil aussi, parce que c'était une variable médiatrice. Et il y avait l'anxiété, la dépression et le burn-out. Donc, il y en a en termes de santé mentale, il y a beaucoup de causes, mais on a presque tout dit. Même les panélistes qui ont pris la parole au départ ont parlé de ça. Mais Dieu merci, la parole commence à se délier, mais elle n'est pas encore officielle parce que, généralement, comme j'étais en train de dire, c'est quand vous êtes dans les forats que vous essayez de voir surtout les statuts, parce que c'est à partir des statuts que les enfants ou bien les étudiants verbalisent ce qu'ils ressentent. Pour ne pas être très long, surtout que la majorité des personnes ont parlé là-dessus, je pense que j'ai été clair là-dessus. Merci beaucoup, Dr Mbame. Avant de passer au prochain round, bien sûr, je vais donner la parole à Madame Fatou Kouma, vous qui êtes en contact permanent avec les communautés et qui travaillez beaucoup sur la santé mentale communautaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à partager avec nous en ce qui concerne les principales causes de détresse psychologique chez les étudiants et étudiantes en Afrique? Merci pour la question et merci aux autres panélistes qui sont vraiment largement revenus sur la plupart des causes. Alors moi, je reviens juste sur une cause que je considère comme la cause principale, qui fait que c'est difficile pour les jeunes, une fois en milieu universitaire, de se retrouver et c'est facile pour eux de se perdre. Donc, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, donc le cerveau qui s'adapte en fonction de l'éducation, en fonction des expériences, etc. Et que si une fois que le cerveau est bien préparé, naturellement, il va pouvoir bien gérer les choses. Donc, c'est ce manque de préparation-là qu'on note très souvent qui cause beaucoup d'instabilité. Alors, manque de préparation, c'est-à-dire il n'y a pas de, c'est-à-dire on ne va pas attendre que l'étudiant arrive en milieu universitaire pour prendre en compte sa santé mentale. On ne va pas attendre que l'étudiant vienne en première année pour prendre en compte sa santé mentale. Donc, on doit commencer avant
à préparer le jeune qui doit aller en milieu universitaire. On doit lui apprendre, lui donner les bonnes informations déjà. Parce que j'ai entendu tout à l'heure parler d'orientation. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais pour un pays comme le Sénégal, parfois, c'est même pas toi qui décides de l'orientation que tu vas avoir. On te demande de sélectionner. Et après sélection, on t'oriente en fonction de tes notes. Et si tu es scientifique, on peut t'orienter vers les matières scientifiques. Peut-être que même tu étais intéressé par les matières littéraires. Donc, il y a ce manque de préparation-là. Dans les lycées, dans les collèges, qu'on puisse dire aux jeunes, voici ce qui vous attend dans la globalité. Peut-être qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails parce que les cas sont spécifiques et différents d'une personne à une autre, mais au moins qu'on leur donne les informations. Après l'université, voici, après le bac, voici ce qui va se passer, voici ce qui vous attend. Et c'est ce manque de préparation-là, parce que ce qu'on note, c'est que de la 6e à la terminale, tu es chez les parents, tu es contrôlé. Et une fois le baccalauréat obtenu, on t'oriente dans une université et là, tu es laissé à toi-même. C'est toi-même qui dois prendre tes propres décisions. C'est toi-même qui dois te faire c'est toi-même qui dois bâtir tes relations. C'est toi-même qui dois enfin gérer ta vie. Et pourtant, on t'a jamais éduqué à gérer ta vie. Beaucoup de jeunes sont perdus en réalité dans les milieux universitaires parce qu'on ne les a pas éduqués en fait à gérer leur vie. Toi, on t'a toujours éduqué à aller à l'école, rentrer, tu trouves à manger, tu trouves à boire, même le soir, on peut t'aider à faire tes devoirs. Et du jour au lendemain, même les professeurs vont te dire, écoute, tu es à l'université, maintenant, débrouille-toi. Alors qu'on t'a jamais appris à te débrouiller. Donc, c'est ce manque de préparation-là qui est très profond, hein, ce manque de préparation-là, qui pousse beaucoup de jeunes à se perdre. Parce que du jour au lendemain, tu vas te dire parfois ce qu'ils ont dit tout à l'heure, tu peux voir un ami qui s'en sort beaucoup plus que toi et tu te dis, en fait, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est moi. Mais tout simplement parce qu'on t'a pas préparé, on t'a pas dit qu'il se pourrait que tu rencontres tel ou tel obstacle. Ça serait pas facile, ça ne serait pas ci, ça ne serait pas ça. Et avec l'influence des réseaux sociaux, comme ils l'ont dit, effectivement, tu peux voir un camarade qui a 21 ans, peut-être comme toi, et qui s'en sort plus que toi. Et puis, avec l'effet de ces réseaux sociaux-là, tu te dis, en fait, c'est moi qui est un loser, par exemple, ou bien c'est moi qui n'arrive pas à m'en sortir. Alors qu'on ne doit pas pouvoir faire cette comparaison-là, on doit éduquer les jeunes à pouvoir gérer leur vie. On ne peut pas gérer quelque chose si on n'a pas appris et beaucoup de jeunes apprennent sur le tas et c'est cet apprentissage-là qui fait que ils vont faire beaucoup d'erreurs, ils vont se perdre, ils vont vraiment être perturbés. À l'école, ils avaient appris à avoir un professeur qui les suit et là, ils se retrouvent avec des professeurs qui leur disent, je vous donne juste l'essentiel, le reste, c'est à vous d'aller chercher. Il y a ce manque de préparation-là. Et comme au lycée, il y a le lobe frontal qui s'occupe de tout ce qui est prise de décision, planification et qui arrive à maturation chez l'être humain vers entre 21 et 25 ans. Et c'est dans cette période-là que le jeune entre à l'université. Donc, naturellement, il aura du mal à prendre les bonnes décisions. Naturellement, il aura du mal à planifier, à parler de mauvaise utilisation des réseaux sociaux, mais ça peut même l'expliquer en fait. C'est des gens qui ne sont pas encore matures, des gens qui n'ont pas été assez préparés et on leur dit du jour au lendemain, allez-y, gérez votre vie, apprenez à avoir des relations, à vous faire des amis, apprenez à réussir dans la vie, apprenez à vous débrouiller et c'est très compliqué pour eux d'y arriver tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la base de la préparation qu'il fallait faire. Et je pense que c'est vraiment ça le réel problème chez les jeunes, chez les étudiants. Ils n'ont pas les bonnes informations, ils ne sont pas du tout préparés. Merci beaucoup, Madame Fatou Kouma. Alors, par rapport à ce deuxième round, la plupart, enfin, les points en commun que nos différents intervenants ont mentionné, c'est justement d'abord la cumulation des travaux, c'est-à-dire les étudiants ont plusieurs travaux à la fois et ont un problème d'organisation et c'est ce qui cause c'est ce qui cause beaucoup de détresse chez les jeunes et ça renvoie à ce que Madame Fatou Kouma vient de mentionner tout à l'heure, la question de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire un cerveau bien préparé, digère bien, comme elle l'a si bien dit, c'est-à-dire que l'enfant, depuis le lycée, le collège, le lycée,
il a toujours été habitué à être suivi et avoir des charges de travaux plus ou moins léger que comparé au monde universitaire. Et donc, quand les étudiants ils viennent à l'université, ils sont dépaysés. Et c'est ce qui cause beaucoup de détresse psychologique chez les jeunes. Aussi, sans oublier qu'il y a les facteurs économiques, les facteurs sociaux, et notamment le docteur Jean Bamé a mentionné le fait que la précarité économique pousse, par exemple, certains étudiants à se retrouver 5 à 6 dans une seule petite chambre. Ceci empêche l'épanouissement des étudiants et surtout aussi la concentration sur les travaux universitaires qu'ils ont à livrer à leurs enseignants, bien évidemment. Aussi la pression familiale et monsieur Kevin Da a mentionné le fait qu'on note beaucoup le mauvais choix des filières. Donc, un mauvais choix des filières peut impacter sur la santé mentale des étudiants, c'est-à-dire un étudiant décide de choisir telle ou telle filière parce que son camarade fait la même chose ou parce que son père ou sa mère l'a poussé à aller vers cet élan-là. Aussi, les réseaux sociaux qui dégradent la santé mentale des jeunes étudiants et étudiantes. Et là, le docteur Jean Bamé l'a si bien démontré qu'il y a un manque de sommeil, donc il y a un lien très fort entre le manque de sommeil et le burn-out et le détresse en milieu universitaire. Aussi, il y a un point que M. Valérie Ndala avait mentionné et qui est très important aussi, sur le fait que les enseignants se positionnent sur un piédestal. C'est-à-dire l'enseignant estime, enfin, bien évidemment, qu'il a acquis des connaissances, qu'il a acquis un statut qui lui donne une place de voix de la connaissance, mais aussi il faut prendre en compte et essayer de prendre en compte le ressentiment des étudiants et essayer de les comprendre et de les accompagner au mieux. Et grosso modo, c'est ce qui ressort de ce deuxième round. Nous allons passer au troisième round qui va nous permettre de déstigmatiser et accompagner et agir. Et donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment peut-on briser le tabou justement et encourager la parole dans le campus? Parce que depuis tout à l'heure, on a martelé maintes fois que la santé mentale est tabou, elle est stigmatisée. Mais comment briser ce silence-là et pousser les jeunes à beaucoup prendre la parole? Je redonne la parole encore une fois à Madame Fatou Kouma, si c'est possible de nous répondre. Merci. Oui, merci pour la question. Donc, comment on peut briser le tabou? Je pense que nous, c'est un peu notre travail de tous les jours, autant avec travail en tant que santé mentale communautaire et aussi avec l'association où on essaie vraiment de briser les tabous. Et pour moi, pour faire ce changement-là, il faut le faire de manière vraiment holistique. Donc, c'est vraiment un changement systémique à faire. On ne peut pas demander juste aux étudiants de prendre en compte, par exemple, le volet santé mentale. On ne peut pas en parler uniquement aux professeurs, on ne peut pas en parler uniquement aux camarades, etc. Chacun a un rôle à jouer et il serait bien que chacun puisse être conscient de ce rôle-là. Donc, chacun, ça veut dire les acteurs qui évoluent dans le monde universitaire. Donc, par rapport aux étudiants, déjà, leur montrer que ce n'est pas une faiblesse que d'être perdu, ce n'est pas une faiblesse que d'avoir des problèmes, ce n'est pas une faiblesse que de se sentir parfois désorienté parce qu'on a l'impression qu'on a fait des mauvais choix et tout. C'est normal. Et tout à l'heure, dans la définition qui a été donnée de la santé mentale, il y a le fait de pouvoir gérer les tensions normales de la vie. Donc, quand on dit tension normale, on comprend que ça fait partie de la vie, d'avoir des tensions, ça fait partie de la vie, de pouvoir, de rencontrer des problèmes. Mais quel outil on va avoir pour pouvoir gérer ces problèmes-là au point que ça n'affecte pas notre santé mentale? Donc, c'est plus ça qu'on va faire. Nous, on a un programme qu'on appelle, par exemple, Talk à l'école, Talk à l'université. Il s'agira d'aller voir ces étudiants-là, de discuter avec eux, de clarifier certaines notions sur la santé mentale, déjà donner la bonne explication, la bonne définition pour qu'ils puissent savoir que ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de problématique et que le cerveau, à l'instar des autres membres de notre corps, est un organe qui tombe malade, qui ne va pas bien parfois. Et comme on n'a pas honte d'aller voir un
pneumologue, un cardiologue quand on ne va pas bien. On ne devrait pas avoir honte de voir un spécialiste quand on ne va pas bien. Donc ça, c'est à l'encontre des étudiants, donner les bonnes informations et surtout les outiller. Un programme de premier secours en santé mentale, donc il s'agit de donner vraiment les premiers outils, comment on écoute une personne, quand on fait l'écoute active, comment on utilise les mini-TCC pour pouvoir aider, surtout aider déjà et même aider un proche qui ne va pas bien et surtout comment référer. Et dans ce système de référencement-là, je fais la transition, c'est là où, par exemple, le campus universitaire joue un rôle. On ne peut pas demander aux gens de prendre en compte leur santé mentale et de ne pas mettre en place des systèmes de référencement. Par exemple, des centres qui accueillent les jeunes, des psychologues qui sont sur place pour appuyer, pour aider, ou même des travailleurs sociaux, mais en tout cas, quelqu'un qui s'y connaît, qui a beaucoup plus de bagages intellectuels, qui puisse, une fois que le jeune est référé, qui puisse prendre sa santé mentale en compte, qui puisse l'aider à aller mieux. Les professeurs ont un rôle à jouer parce que, comme on l'a dit, parfois il y a ces, je ne vais pas dire conflit, mais en tout cas ce manque de compréhension peut-être entre comment les jeunes voudraient être traités dans le milieu universitaire et comment les professeurs voient les cours dans le milieu universitaire parce qu'ils ont été étudiants, ils ont vécu beaucoup de galères, donc ils pensent que c'est normal. Et pourtant, ils ont un rôle important à jouer aussi sur la santé mentale des étudiants, pouvoir savoir comment administrer des cours pédagogues, mais aussi bien et rester dans cette bienveillance-là. À l'État, il y a des mesures aussi qu'ils doivent prendre pour pouvoir, en tant qu'étudiants, ils n'ont pas vraiment les moyens, et comme on le sait, la santé mentale coûte assez cher dans nos pays. Donc, pourquoi pas subventionner les thérapies psychologiques? Et si on arrive à avoir tout ça de manière systémique, que les professeurs puissent comprendre les enjeux liés à la santé mentale des étudiants, que les étudiants puissent comprendre ce qu'est la santé mentale et que ce n'est pas tabou et qu'ils puissent être outillés, apprendre dans un premier temps, gérer dans un premier temps leur état émotionnel, leur état mental, que les campus puissent mettre en place des mécanismes, solutions, travailleurs sociaux, création de centres, création de clubs où des gens peuvent venir parler de leurs problèmes en toute sécurité, sans peur d'être jugés, etc. Et que l'État puisse comprendre qu'il y a besoin de subventionner ces thérapies psychologiques-là, qu'on a besoin de plus de centres, de plus de psychologues, de plus de spécialistes. Je pense que c'est vraiment une solution holistique à avoir, systémique, et que si l'étudiant seul comprend le problème et que n'a pas de structure, ça ne va pas trop aider. Si le professeur comprend et qu'il n'y a pas de suivi, ça ne va pas beaucoup aider. Il faudrait que chacun puisse comprendre que il est acteur de la santé mentale de l'autre parce que nous faisons de la santé mentale communautaire et ce qu'on veut faire comprendre à la communauté, c'est que la santé mentale est non seulement de l'ordre individuel, chacun doit prendre en compte bien évidemment sa santé mentale, mais c'est aussi de l'ordre du collectif. L'ordre collectif, c'est que chaque membre de la communauté a une responsabilité de veiller au bien-être mental de l'autre. Et si on comprend comme ça, si on le prend comme ça sera plus simple de trouver des solutions et de veiller à ce que les étudiants, on ne va pas dire qu'ils ne vont plus avoir de problèmes, parce que les tensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, font partie de la vie, mais qu'une fois qu'ils ont des problèmes, qu'ils vivent des tensions dans leur vie universitaire, qu'ils puissent être assez outillés, avoir les références nécessaires, avoir les structures nécessaires ou bien l'accompagnement en tout cas nécessaire pour pouvoir prendre soin de leur santé mentale. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra déstigmatiser, qu'on pourra briser le tabou et que ça ne soit plus maintenant un problème de riche ou bien un problème de folie ou un problème de l'autre, parce que tout simplement, tous les mécanismes sont réunis, tous les acteurs sont conscients des problématiques et ont mis tout en place pour pouvoir accompagner et aider les étudiants. Excusez-moi, j'ai été long. Merci beaucoup, Madame Fatou Kouma. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Maoussé Kevinta par rapport à cette question. D'accord. Alors, comment nous pouvons déstigmatiser la santé mentale pour que ça ne soit plus tabou dans nos communautés? Et je pense à une approche à 3 niveaux. Le niveau primaire, c'est de façon individuelle. Déjà, aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui a suivi, n'est-ce pas, ce webinaire. Et je voudrais que chacun dans sa région
chacun dans sa communauté puisse faire l'effort de sensibiliser ne serait-ce qu'une, deux ou trois personnes dans son entourage autour de la santé mentale. Ce n'est que comme cela que nous allons lever le voile sur les problèmes de santé mentale. Et quelqu'un peut suivre ce webinaire aujourd'hui et grâce à son action, un individu sera sauvé dans une communauté quelque part. Donc, le premier niveau d'intervention pour pour déstigmatiser tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est psychologie, c'est de parler autour de soi. Nous qui avions l'information, ne gardons pas l'information pour nous. Il y a un adage qui dit une information ou une connaissance qui est conservée pour soi se fermente en nous. Donc, partageons l'information, sensibilisons autour de nous, soyons présents pour nos proches. Et ce n'est que comme cela, petit à petit, par effet de boule de neige, nous allons toucher d'individu en individu les communautés et beaucoup de personnes seront sensibilisées et vont comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est le premier niveau d'intervention. Alors, le second niveau, c'est ce que Liboman fait actuellement, l'étudiant africain. Organiser ces genres d'événements, organiser des conférences, organiser des activités, mener des actions beaucoup plus grandes pour toucher des communautés, pour toucher des populations et faire des sensibilisations, que ce soit médiatiques, que ce soit avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On a l'occasion d'avoir aujourd'hui des réseaux sociaux qui deviennent une force très puissante pour atteindre beaucoup de personnes. Donc, c'est des leviers qu'on peut utiliser aujourd'hui pour sensibiliser et déconstruire beaucoup de schémas mentaux erronés que les gens ont. C'est dommage aujourd'hui, c'est dommage, très dommage, que beaucoup de personnes continuent toujours pas à croire que avoir un problème de santé mentale, faire la dépression par exemple, c'est lié à la sorcellerie. Faire un stress par exemple est lié aux démons ou voilà, à tout ce qui est spirituel. C'est dommage. Et donc, ce n'est qu'à travers des sensibilisations, ce n'est qu'à travers ces actions que nous pouvons toucher les gens. Parce que si, après tout, ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent que penser ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, il faudrait des contre-informations pour déconstruire tout ce qui est déjà installé dans la mentalité. Et parlant de ça, il faudrait aussi que notre discipline ou notre science puisse avoir véritablement des gens qui vont accepter, témoigner de leur guérison ou du résultat qu'ils ont eu avec les praticiens. Ça va beaucoup aider. Malheureusement, c'est tellement tabou que les gens se cachent dans un premier temps pour venir chez le psychologue. Et après guérison, il ne veut même pas que son entourage soit au courant que c'est comme ça il était venu chez un psychologue. J'avais travaillé dans un cabinet juste après mon master à l'époque et il y avait une dame qui venait consulter. Et vous savez ce que la dame fait? La dame fait l'effort de se cacher avant de venir au cabinet. Vous voyez? Et donc, si les gens se cachent pour aller chez les psychologues, ça serait compliqué de recueillir peut-être leur témoignage pour faire comprendre aux autres que ce que vous vivez, quelqu'un aussi l'a vécu, il est passé chez un psychologue et il est sorti indemne. Donc, la solution existe. Donc, à travers ces genres d'actions, à travers tout ce qui peut être médiatisé, tout ce qui peut être vraiment visible, on pourra lever le voile sur beaucoup de choses. Et le troisième niveau, pour moi, qui est aussi très important, c'est le niveau politique. C'est le niveau politique que nous ne devons pas oublier. Et chaque État, chaque pays a un niveau politique et pour que certaines décisions, pour que certaines actions soient vraiment effectives parfois, il faut le côté politique également. Et donc, je pense qu'avec ces trois niveaux d'intervention, nous pouvons, d'ici les années à venir, lever le voile sur tout ce qui est santé mentale, ce qui est tabou autour de la santé mentale, tout ce qui est stigmate autour de la santé mentale et aider
nos communautés. Merci. Moussa. Merci à vous, Monsieur Kevin Da, pour vos solutions, vos propositions de solutions. Alors, je vais passer la parole au docteur Jean Bamé. Merci de la parole donnée à nouveau concernant les solutions et actions à mener. Une des solutions est, par exemple, les campagnes de sensibilisation continues en utilisant des témoignages. Vous voyez, si on sensibilise et il y a des gens qui viennent faire des témoignages par rapport à leur état et psychologie et comment ils ont trouvé la guérison, c'est déjà un pas. Parce que vous savez, dans le plan psychologique, la parole, le fait de parler est un début de solution, le fait d'être écouté est un début de solution. Et pour le faire, il y a par exemple l'art, le théâtre, l'islam, la poésie et l'intégration aussi des modules sur la santé mentale dans le cursus universitaire, ne serait-ce qu'au niveau, par niveau, ne serait-ce qu'en cours. Parce que dans l'intégration des modules de santé mentale, y compris même chez les enseignants, il faudrait que les enseignants sachent même d'abord ce que c'est la santé mentale. Puisqu'on s'est rendu compte, bon, du moins tout le monde a fait allusion à ça. Parfois, un étudiant souffre d'un problème de santé mentale, l'enseignant, lui, n'est même pas au courant parce qu'il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Et il est même le premier à mettre encore plus de la pression sur l'étudiant par rapport au travail académique. Donc, il faut intégrer, par exemple, des modules sur la santé mentale dans les cursus universitaires. Également, les enseignants doivent être des sentinelles. Ils doivent repérer les détresses et orienter les étudiants dès qu'ils constatent. Et c'est pour ces raisons qu'eux-mêmes doivent avoir dans leur formation des connaissances sur la santé mentale. Et également les associations universitaires avec la création et on doit créer des associations universitaires et des cellules, par exemple, d'écoute entre pairs et organiser des événements. Plus les enfants se divertissent dans les associations, plus ils ont tendance à parler entre eux. Et quand ils parlent, certainement, il y a une écoute favorable, bienveillante, c'est un début de solution. Maintenant, les services en charge, on doit créer. La collègue a parlé, par exemple, dans nos universités. C'est un problème, la sensibilisation, du moins, c'est un problème global. Pour briser le tabou, il faut que la solution est globale. Le politique, l'académique, les étudiants, les enseignants, du moins, tout le monde doit être impliqué. Tout le monde doit être impliqué. Et l'intégration des plaidoyers, même au plus haut niveau politique, il faudrait que, Dieu merci, vous avez déjà commencé à le faire, qu'il y ait des plaidoyers auprès de nos gouvernants. Parce que, vous savez, généralement, actuellement, dans nos pays africains, on gouverne la gouvernance est, je peux dire, descendante. On donne des ordres et ceux du bas appliquent. Or, s'ils n'ont pas la bonne information, ils ne pourront même pas donner des ordres. Ça veut donc dire que la sensibilisation doit remonter même au niveau gouvernemental à travers des plaidoyers. On devra faire des plaidoyers pour que la mentalité même de ceux qui nous dirigent, de ceux qui conduisent les politiques éducatives puissent changer. Par exemple, je prends toute l'université de Ngaoundéré où on a un centre médico-social. L'année dernière, le recteur a créé une cellule d'écoute psychologique, mais il n'y a pas l'infrastructure qui peut abriter ce centre, il n'y a pas un personnel qualifié, il n'y a même pas de budget. Ça veut donc dire que le centre n'existe presque pas. Or, si on fait un plaidoyer, si par exemple le ministre de l'enseignement supérieur instruit, je suis sûr qu'on va mettre sur pied cette structure et ça va fonctionner. On pourra affecter un ou deux psychologues, ne serait-ce que pour un début, parce que même un ou deux psychologues pour un établissement, pour une université qui a près de 10 000 étudiants, c'est insignifiant. Maintenant, le rôle du numérique aussi. Il faudrait que le numérique joue son rôle à travers, par exemple, la mise sur pied des applications avec ressources qui vont permettre de sensibiliser les étudiants sur la santé mentale, des groupes et de soutien privé
sur des forums comme WhatsApp, Facebook, TikTok et autres. C'est-à-dire, on doit se servir actuellement de nouvelles technologies pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent parler de leurs souffrances. Et à partir de là, on va voir que le tabou sera brisé. Mais comme la collègue a dit, c'est un problème général, c'est-à-dire on doit prendre la chose de manière holistique. C'est à peu près ça mon point de vue. J'espère que j'ai répondu quand même, j'ai répondu à votre préoccupation. Merci beaucoup, Dr Jean-Bamé. Je vais passer la parole à Monsieur Valérie Ndala, s'il est là, afin de nous donner ses propositions de pistes de solutions. Merci, chers collègues. La question, c'est comment peut-on briser les tabous et encourager la parole dans le campus? Je crois que nos collègues ont été le plus précis possible. Et là, je dois juste rebondir sur 3 éléments. Déjà, nos encouragements à ce que vous êtes en train de faire, donc l'étudiant africain, ce que vous faites, c'est excellent tout simplement. Vous êtes dans ce que nous appelons la vulgarisation tout simplement, parce que beaucoup de gens ignorent la question de la santé mentale et son impact justement sur le développement à la fois des étudiants, mais aussi à la fois même du pays, parce que ce sont ces étudiants qui constituent l'avenir de la nation. Alors, les collègues ont justement présenté les différentes solutions à envisager, impliquant les acteurs à la fois du secteur public, donc le gouvernement de manière générale, y compris même les gestionnaires des institutions. Et je vais rebondir justement sur l'un des commentaires qu'un collègue venait de faire tout à l'heure, où il souligne l'absence ou l'insuffisance des psychologues. Je dois dire qu'en Afrique, la psychologie existe depuis des années 1960, pour les cas de mon pays en particulier. Alors, vous allez comprendre que ce n'est pas à nous de nous questionner sur le nombre de psychologues existants en Afrique, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce que nous faisons de toutes ces promotions déjà formées, parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas tout simplement exploités. Et au niveau de nos campus ou des campus universitaires africains, il manque justement des structures qui permettent d'abord de donner la parole à ces jeunes. Et avant de leur donner la parole, il faut aussi les identifier. J'encourage l'une des initiatives, par exemple, de certaines femmes professeurs d'une université publique au pays, qui se sont réunies pour dire, écoutez, si une femme, une étudiante a des soucis, par exemple, en lien avec un professeur qui exige, par exemple, de sortir avec l'étudiante ou qu'il le menacerait, pour les cotes ou tout le reste, vous comprenez déjà tout ce que je vais dire. L'étudiante a la possibilité de venir dénoncer directement dans leur cellule des professeurs femmes et ils peuvent justement porter cette affaire, cette fois-là, au nom de la structure et protéger l'étudiante. Vous voyez, c'est déjà un espace qui permet à l'étudiante, voilà, d'avoir d'abord une protection personnelle, mais également aussi de dénoncer ce qu'il subit ou ce qu'elle subit comme pression de la part de ses enseignants qui le menaceraient. Alors, ces espaces ne doivent pas se limiter uniquement dans les cas liés aux violences faites aux femmes, mais ça doit aussi essayer de s'étendre dans certaines initiatives où on peut avoir, par exemple, des cabinets propres à une université. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, parce que nous avons des cliniques universitaires, lorsque la personne ou l'étudiant ou l'enseignant a des soucis liés à la santé du corps, il est précipité aux cliniques universitaires. Mais lorsqu'il y a la santé psychique qui est touchée, il faut qu'il y ait aussi des cabinets de psychologues au sein de ces institutions qui, d'ailleurs, en majorité, disposent de la main-d'œuvre, forment plutôt des psychologues dans ces domaines. Donc, c'est d'abord la question d'organisation et des politiques mises sur pied, mais aussi de comment nous exploitons ces psychologues qui existent. Parce que justement, comme on venait de le dire, dans la plupart des cas, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque, mais c'est plutôt la question de la santé mentale qui n'est pas prise en compte. Et il faut des sensibilisations, il faut créer des espaces d'expression libre au sein des campus universitaires, mais également des structures sérieuses dédiées exclusivement à cette santé mentale pour faciliter à ce que la prise en charge soit totale
Et c'est là que nous interpellons les gouvernants, comme disait l'un des panélistes, ainsi que les gestionnaires des institutions universitaires, à avoir une bonne politique qui permette d'inclure les psychologues, d'inclure les partenaires, parce que justement, l'université ne peut pas tout faire dans certains cas. Il peut quand même sous-traiter certains projets. Nous avons par exemple au Congo le cabinet national des psychologues et éducateurs congolais, qui malheureusement n'a pas de partenariat à long terme avec des universités pour ce qui concerne l'accompagnement des étudiants ou du personnel en lien avec la santé mentale. Et ça, c'est déplorable. Si on peut sous-traiter ou avoir des prestataires extérieurs qui nous accompagnent dans cette matière au sein de nos universités, c'est une priorité tout simplement pour préserver à la fois la santé de nos étudiants, le développement de l'institution, mais également de la nation entière et de l'Afrique. Voilà un peu comment je peux paraphraser et revenir sur tout ce qui a été dit par nos collègues. Merci beaucoup, Monsieur Valérie Ngoïndala. Alors, avant de passer à la phase de questions de la part de notre public, je vais un petit peu récapituler tout ce que nos chers intervenants ont partagé avec nous en ce qui concerne les solutions, notamment s'il y a un point qui revient le plus souvent, c'est que chacun a son rôle à jouer de la part de l'État, des universitaires et aussi des étudiants et de leurs familles. Et il y a un point que Madame Fatou Kouma a mentionné sur le fait qu'il faudrait que la solution vienne de manière holistique et que, en ce qui concerne les étudiants, ce n'est pas une faiblesse de parler. Il faut apprendre et faire comprendre aux jeunes étudiants qu'ils peuvent parler de leurs faiblesses, de leur détresse et chercher une solution. De la même manière, quand on a mal au cœur, on part voir le cardiologue. Quand on ne se sent pas bien, il est tout à fait normal d'aller voir le psychologue ou le psychiatre, encore plus loin, pour chercher des solutions à son problème. Il faut discuter avec les jeunes et leur faire comprendre que leur santé mentale compte. Et aussi, il faut mettre en place des centres de référence au niveau des universités pour faciliter la communication et la prise de parole. Et aussi, il ne faut pas juste mettre en place des initiatives, mais aussi veiller à leur suivi et voir si ça fonctionne ou pas ou s'il y a des choses à améliorer. Aussi, nous revenons sur les 3 niveaux de solutions que M. Kevin Maoussé a partagé avec nous, notamment le premier point, c'est au niveau personnel. Il estime que il faut que chacun d'entre nous arrive à sensibiliser son entourage et lever, selon ces termes, lever le voile sur le tabou de la santé mentale et que chacun d'entre nous doit être présent et être bienveillant envers son prochain, justement. Et le deuxième point, le deuxième niveau, c'est d'organiser des conférences ou des actions pour toucher des communautés. Et ça, c'est un point qui revient essentiellement dans les différentes prises de parole de nos intervenants, qui encourage le travail que l'étudiant africain est en train d'abattre justement actuellement sur le fait de vulgariser la santé mentale. Aussi, le dernier point pour lui, c'est les décideurs politiques. Et ça, c'est un point en commun avec tous les intervenants, c'est que pour avoir un changement, il faut passer bien évidemment, il faut passer par la base, la société, les étudiants eux-mêmes, les enseignants, mais aussi les décideurs publics pour que la santé mentale devienne un sujet important dans le monde universitaire. Aussi, il y a un point que le professeur Jean Bamé a mentionné, c'est il faut aussi sensibiliser les professeurs parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut pousser les jeunes à parler, à prendre la parole, mais aussi, on est dans le monde universitaire et qui dit monde universitaire, il faut bien évidemment prendre en compte les enseignants. Et les enseignants aussi, parfois, ils ne sont pas bien informés sur cette thématique de la santé mentale. Aussi, il faut faire des plaidoyers. Et un autre point aussi qu'il a mentionné, c'est le rôle du numérique. Il préconise la mise en place des groupes de soutien privés via des forums ou plateformes tels que WhatsApp. Aussi, il y a quelques éléments sur lesquels M. Valérie Ngoy est revenu aussi sur le fait que, il y avait un commentaire qui est apparu sur l'écran sur le fait qu'il n'y avait pas assez de psychologues en Afrique
et justement dans le milieu universitaire, et il a pris le cas de la RDC, où il expliquait que les psychologues existent depuis les années 1960. Il y a la ressource humaine en ce qui concerne les psychologues et psychiatres, mais sauf que ce n'est pas exploité. Et d'où l'alerte ou son plaidoyer qu'il fait par rapport aux décideurs politiques et aussi les recteurs d'université, d'utiliser ces psychologues-là afin de mettre en place des centres d'accompagnement des jeunes étudiants. Alors, ça, c'est le dernier round qui vient de se clore. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions que le public va nous poser afin de passer à la conclusion générale. Donc là, il y a une question qui apparaît de la part de Ashta, qui pose la question de savoir comment comprendre le mal-être mental ressenti lorsque la dépression est minimisée dans certains contextes culturels africains et comment aborder une prise en charge psychologique lorsque les professionnels disponibles ne maîtrisent pas toujours les spécificités culturelles africaines. Madame Fatou Kouma, je pense qu'on parle de contexte culturel africain. Je vous passe la parole afin de répondre à cette question. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante et qui concerne particulièrement notre domaine d'activité. Donc, je commence par la dernière. Quand une prise en charge psychologique, lorsque les professionnels disponibles ne maîtrisent pas toujours les spécificités culturelles africaines. Je pense que ça fait partie vraiment de mon plaidoyer de tous les jours. Je fais des études en psychologie à l'université. À chaque fois, ce que je leur disais, c'est que on est en train d'apprendre la psychologie, mais comme en Occident, on nous apprend les grands auteurs de pensée, on nous apprend les grands courants, on nous apprend les différentes évolutions qu'a connues la psychologie, etc. Mais ce n'est vraiment pas du tout adapté à nos cultures. Nous, on a des cultures, et c'est ce qui fait que, par exemple, la santé mentale va continuer, si on ne s'adapte pas, à être un tabou. Parce que tout simplement, on utilise des techniques, des outils qui ne sont pas connus de notre société. Donc, la société va rejeter ces outils-là. Et c'est ce qui fait que on a toujours du mal parce que la psychologie telle que pratiquée à l'Occident, où vraiment il y a le fauteuil, il y a le patient qui est en place, il lui pose des questions, etc. Dans certaines cultures, ils ne connaissent pas ça. Dans certaines cultures, il faudrait, par exemple, mettre autour de l'arbre à palabres. Mais ça, comme j'ai l'habitude de le dire, il faudrait d'abord faire une étude anthropologique de la société dans laquelle nous vivons. Si c'est au Sénégal, si c'est en Afrique, si c'est au Congo, au Cameroun, quelles sont, parce que la réalité, c'est que chaque culture, chaque ethnie a une manière d'aider ceux et celles qui ne vont pas bien parmi elles. Chaque culture, chaque ethnie. Comment on utilise maintenant ces techniques-là? Comment ils font pour aider ceux et celles qui ne vont pas bien? Comment on utilise ça pour l'adapter à la psychologie? Le contraire ne marcherait pas. Prendre la psychologie et l'adapter aux cultures, aux différentes cultures, ne marche pas. On l'a essayé, ça ne marche pas. C'est toujours catégorisé de problèmes de blanc, etc. Donc, pour qu'on puisse sortir de ça, et il faudrait que ce soit la psychologie qui vienne épouser les cultures. Et pour ça, c'est vraiment un travail de différents acteurs, donc les anthropologues, les sociologues et les psychologues. Donc, que chacun puisse se dire pour pouvoir aider une personne, parce qu'il faut parler de la santé mentale de la personne, il y a les facteurs externes et les facteurs internes qu'on prend en compte. Et quand on parle de facteurs externes, c'est tout ce qui entoure l'être humain, son environnement direct, son environnement indirect, la manière même que la personne a de manger, l'alimentation de la personne, l'air que la personne respire, ses fréquentations, les substances qu'elle utilise. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte et qui ont des impacts sur sa santé mentale. Et si on ne le comprend pas, par exemple, nous, dans notre culture, on mange beaucoup de riz. Au Sénégal, on mange beaucoup de riz. Est-ce que ce riz-là ajoute des nutriments, par exemple, qui permet à mon cerveau d'être très performant, etc. Dans des zones où il fait très chaud, c'est quoi l'impact de cette chaleur-là sur la santé mentale? C'est pas la même chose que dans les zones où il fait très frais.
qui a aussi un impact parce que le soleil donne des vitamines qui sont nécessaires pour la santé mentale de l'être humain. Donc, vraiment, comprendre, et c'est ça le challenge, on va dire, de la santé mentale communautaire, parce que ça montre qu'il n'existe pas une seule thérapie, mais les thérapies vont différer en fonction des différentes communautés qu'on va fréquenter. Et chaque communauté a ses spécificités, a ses réalités. Et les professionnels actuellement, s'ils veulent que la santé mentale marche, il faudrait qu'ils aillent vers ces spécificités culturelles-là. Il faudrait qu'ils aillent vers ces cultures-là et se dire que si j'ai besoin d'aider une personne, il faudrait que je l'aide avec les centres d'intérêt qu'elle a, avec ses croyances, avec tout ce qu'elle a, en tout cas, on puise de ses ressources pour pouvoir l'aider. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il y a à faire pour que la santé mentale puisse marcher en Afrique. Et comment comprendre le mal-être ressenti lorsque la dépression est minimisée, ça rejoint un peu toutes les techniques qu'on a données tout à l'heure pour la déstigmatisation. Donc, il faudrait vraiment en parler. Parce que déjà, moi, le problème que j'ai le premier avec la dépression, c'est que beaucoup d'Africains pensent que c'est la seule maladie mentale qui existe, alors qu'il existe d'autres pathologies mentales et qui sont là, il y a des gens qui en souffrent, etc. Déjà, montrer que dépression, c'est pas la seule pathologie mentale qui existe, mais être toujours dans cette phase de déconstruction de, on ne va plus affilier la dépression à de l'impolitesse, à des caprices. Et ça, c'est vraiment une série de sensibilisations à faire, une série d'actions à faire et aussi des groupes de parole, etc. à mettre en place pour accompagner en attendant ceux et celles qui ne vont pas bien. Mais vraiment, toujours être dans cette optique de on ne peut pas aider une personne en dehors de sa communauté car l'être humain, c'est un animal social et son groupe a un impact sur lui, tout comme lui, il a un impact sur le groupe. Et tout ça, c'est à prendre en compte quand on accompagne un individu et quand on veut aussi changer les paradigmes liés à la santé mentale dans nos pays africains. Merci beaucoup, Madame Fatou Kouma, pour cette riche réponse. Nous avons une deuxième question de la part de Sali Fadimatou qui dit l'être humain se caractérise par la gestion des émotions. L'émotion est fondamentalement humaine. J'aimerais savoir si le fait de faire face ou de gérer des tensions émotionnelles peut être assimilé à une maladie mentale. Autrement dit, est-ce qu'une tension émotionnelle égale à maladie mentale? Monsieur Kevin Damaoussé, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? D'accord. Alors, d'entrée de jeu, je dirais non. Gérer les tensions émotionnelles, tout le temps faire face aux tensions émotionnelles ne veut pas dire qu'on a une maladie mentale. Ça ne peut pas être assimilé à une maladie mentale. Et quand on revient même dans la définition de ce qu'est une maladie mentale ou un trouble mental en psychologie, de façon basique pour que tout le monde puisse comprendre, et on va parler de trouble mental lorsque l'individu a des perturbations au niveau comportemental, au niveau émotionnel, mais lorsque ces perturbations vont dégrader ou déranger sa vie au quotidien. Donc, la simple perturbation émotionnelle n'est pas une maladie mentale. Tu peux passer une journée et ne pas être en joie, c'est normal. Tu peux passer une journée et vivre peut-être dans la peur, dans l'inquiétude de quelque chose. Donc, ressentir la peur pour un événement qui arrive, c'est normal. Et la peur, c'est une émotion de base. Et donc, si ressentir cette peur ne perturbe pas ta vie au quotidien, sur peut-être plusieurs jours, et non seulement même ta simple vie, mais celle aussi de ton entourage. Donc, c'est à ce niveau même qu'on va parler de trouble mental. Et ça doit être diagnostiqué par un spécialiste. Donc, de façon basique, c'est lorsqu'il y a une perturbation au niveau comportemental, au niveau émotionnel, et lorsque cette perturbation gangrène la vie au quotidien de l'individu et de son entourage également. Vous allez remarquer que l'entourage va commencer par se plaindre du comportement de l'individu. Que tel individu,
il ne rentre plus vite à la maison, il boit trop d'alcool, on ne comprend plus son comportement, il est tout le temps silencieux, il ne parle plus aux gens, ou peut-être c'est lui qui parlait tout le temps, mais à un moment donné, il se recroqueville dans son coin, il est bizarre. Donc, le comportement de l'individu devient inquiétant pour son entourage. Donc, voilà les éléments qui rentrent en jeu lorsqu'on va parler d'une maladie mentale vraiment. Donc, une simple perturbation, une simple tension émotionnelle ne peut pas être assimilée à la maladie mentale. Donc, il n'y a pas question de s'inquiéter. Mais quand ça devient récurrent, quand ça perturbe le fonctionnement de l'individu, il y a lieu de se poser beaucoup de questions et chercher à voir un professionnel de la santé mentale. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kevin Da, pour votre réponse. Je pense qu'il y a une question à adresser spécifiquement à Madame Fatou Kouma. Donc, Madame Fatou Kouma, s'il vous plaît, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le concept de TTC, s'il vous plaît? Oui, alors, thérapie cognitive comportementale. Donc, c'est ça, l'acronyme TCC. C'est une thérapie qui agit sur le comportement et sur la cognition de la personne. Alors, la thérapie a été mise en place pour montrer que nos agissements, nos comportements ont des causes cognitives, donc ont des causes psychologiques, mais tout comme notre cognition, nos comportements peuvent agir sur notre cognition. Donc, si on veut aider une personne à aller bien, donc c'est une technique qui est utilisée, si on veut aider une personne à aller bien, on agit soit sur le comportement qui à long terme, on a parlé tout à l'heure de la plasticité cérébrale, qui à long terme va changer le fonctionnement du cerveau, ou bien on agit sur la manière de fonctionner du cerveau qui va aussi impacter le comportement. Donc, c'est une thérapie qui est mise en place pour pouvoir changer le comportement d'une personne. Soit on commence par le comportement, par exemple, une personne qui veut maintenant être disciplinée, par exemple, je donne un exemple basique, mais qui a du mal, donc qui procrastine tout le temps, qui a du mal à être discipliné. Donc, ça, c'est une longue habitude peut-être qui a donné cette information-là au cerveau. Pour pouvoir changer cette habitude-là, on peut dire à la personne, tu fais maintenant un exercice tous les jours pendant 1 heure, tu fais telle activité. Tous les jours, pendant 1 heure, tu fais la même activité, tu fais la même activité, tu fais la même activité. Et à la longue, ça va être enregistré dans le cerveau, donc ça revient à tout ce qui est plasticité cérébrale. Et le cerveau va maintenant intégrer cet aspect-là de ta vie jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'automatique, quelque chose de normal pour lui. Et inversement, si on veut que tu puisses changer un comportement, on peut agir sur le cerveau, autant par des interventions neurologiques, psychiatriques, etc., pour pouvoir changer le comportement de l'individu. Alors, tout à l'heure, moi, j'ai parlé plus de mini-TCC. Mini-TCC, c'est vraiment des outils qu'on utilise dans tout ce qui est premier secours en santé mentale. On considère que les notions de santé mentale, en tout cas nous, dans tout ce que nous faisons, les notions de base ou bien les outils de base devraient être connus de tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir savoir comment gérer ses émotions. Tout le monde devrait savoir comment gérer le stress. Tout le monde devrait savoir comment se stabiliser quand on ne va pas bien. Et ces mini-TCC-là, avec peut-être là tout ce qui est respiration profonde, tout ce qui est méditation, comment on agit sur le cerveau pour le calmer, pour que les actions puissent suivre après, parce que si on n'est pas calme, on ne peut pas faire quelque chose de constructif. Donc, c'est un peu ça les mini-TCC qu'on intègre dans la formation des premiers secours en santé mentale, qu'on essaie d'administrer particulièrement aux jeunes pour qu'ils puissent prendre en charge leur santé mentale, mais aussi celle de leur entourage. Merci beaucoup, Madame Fatou Kouma. Donc, nous allons passer à d'autres questions. Donc, là, on parle de une question de la part de Linda Silim, qui dit on parle de la santé mentale des étudiants sans parler de celle des enseignants et de la communauté académique. Est-ce que l'un ne dépend pas de l'autre? Donc, cette question, Monsieur Valérie Ngoindala, si c'est possible pour vous de répondre à cette question, s'il vous plaît.
pense que Monsieur Valéry. OK. Monsieur Valéry, Vous vous... m'entendez, je crois. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, ça va. OK. Je Donc, disais, c'est vrai, on ne peut pas parler uniquement de la santé mentale de l'un et oublier celle de l'autre. Et je crois que parmi nos interventions, nous n'avons pas aussi exclu l'enseignant. Parce que justement, dans nos interventions, nous avons mis en exergue le fait qu'il faut d'abord aussi sensibiliser ces enseignants-là, qu'ils arrivent à intégrer ces notions dans leur pratique quotidienne. Généralement, oui, il y a aussi des enseignants, à cause justement de toutes ces pressions de la vie, parce que la santé mentale, nul ne peut se dire, peut être exempté déjà. La santé mentale, elle est flexible. Chacun peut être touché à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Ça dépend justement de la manière dont on gère ses stress. Mais je crois que pour le compte d'aujourd'hui, nous nous sommes limités à la santé mentale des étudiants. D'ailleurs, vous avez eu la thématique avant, un milieu académique pour exploiter tout ce qui se passe derrière en termes de causes, en termes de défis, en termes de comment arriver justement à y faire face. Intégrer aussi dans les lots l'enseignant, vous avez parfaitement raison, mais en passant, on ne l'a pas exclu du processus. Nous avons aussi mis qu'il faut les sensibiliser. Et lorsque vous avez entendu peut-être dans l'une de mes propositions, j'ai demander à certaines institutions ou à des institutions, bien sûr de manière générale en Afrique, de nouer des partenariats avec des cabinets des psychologues qui existent pour intervenir non seulement au niveau des étudiants, mais aussi au niveau des enseignants, à toutes les personnes qui se sentent justement en besoin d'aide psychologique. Voilà, donc l'enseignant n'est pas exclu du processus. Et voilà comment je peux répondre à la question. Merci beaucoup, Monsieur Valéry. Donc, il y a une autre question de la part de Salif Adimatou qui dit, puisqu'il est avéré que la jeune génération souffre d'une addiction aux réseaux sociaux, est-ce que les spécialistes de la santé mentale ne pourraient pas utiliser ces canaux pour sensibiliser la jeunesse et briser le tabou lié à ce phénomène-là? Est-ce que Monsieur Kevin Da, vous pouvez répondre en quelques mots à cette question-là, s'il vous plaît? Effectivement, aujourd'hui, on remarque beaucoup de jeunes qui Kevin Da, vous sont... me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Oui, c'est Super. vrai. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous avons une grande proportion des jeunes, des étudiants, de façon précise, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et la remarque de notre internaute est très pertinente. Et effectivement, il faut que les spécialistes de la santé mentale fassent l'effort d'être présents sur les réseaux sociaux. Et je voulais même en temps rebondir sur un autre élément d'approche de solution pour déstigmatiser tout ce qui est santé mentale. Et aujourd'hui, nous créons, sensibilisons, apportons l'information, faisons ci, faisons ça, mais le sujet est toujours tabou. Donc, trouvons des moyens d'aller plutôt vers les concernés. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils très puissants que les acteurs de la santé mentale peuvent utiliser, mettre en place des mécanismes qui vont aller vers notre cible et non attendre toujours que voilà, la cible vienne vers nous, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore compris, ce n'est pas encore dans leur fonctionnement. Donc, c'est très important. Il faut que les acteurs de la santé mentale fassent l'effort de maîtriser tout ce qui est canaux digitaux. Combien d'acteurs de santé mentale aujourd'hui vous connaissez qui maîtrisent peut-être l'utilisation de TikTok ou qui sont très influents sur TikTok aujourd'hui? C'est vrai, on crie que TikTok, c'est une plateforme qui gâte la jeunesse, mais les jeunes, ils sont là-bas. Donc, c'est pertinent ce que l'internaute a dit. Il faudrait que ces acteurs fassent véritablement une mise à jour pour pouvoir trouver ces jeunes là où ils sont
et leur sensibiliser, leur apporter ce qu'il leur faut. Ce serait ma contribution. Merci beaucoup, Monsieur Kevinda, pour cette question. Nous avons cette question de Monsieur Adoki qui dit que, enfin, Monsieur ou Madame, je vous prie de m'excuser si j'ai mal interprété. Quelle est la contribution des parents dans le processus de la déstigmatisation de la santé mentale des jeunes? Donc, c'est une question à deux volets. Et le deuxième volet, c'est quelles mesures concrètes peuvent adopter les enseignants pour réduire le stress des étudiants dans des effectifs importants? Donc, cette question, est-ce que le docteur Jean Bamé peut répondre, s'il vous plaît? Merci. Pour le deuxième, je commence pour le deuxième volet, la contribution des enseignants pour pouvoir réduire, du moins apporter les solutions aux problèmes mentaux des étudiants, c'est d'abord l'écoute. Une écoute bienveillante et attentive permet déjà de libérer l'étudiant en question. Donc, les enseignants doivent écouter avec, sans stigmatiser, parce que c'est le véritable problème. Si on écoute en stigmatisant, il y a problème. C'est-à-dire les enseignants doivent écouter de manière bienveillante, sans stigmatiser. Maintenant, le rôle des parents. Les parents sont ceux-là qui vivent, du moins ceux qui vivent avec les enfants, les étudiants, parfois qui vivent avec les étudiants, qui connaissent mieux même le comportement de leurs enfants. Ça veut donc dire qu'à un moment, quand ils constatent que l'enfant a des problèmes, ils doivent être les premiers à pouvoir chercher des solutions. Et justement, quand eux, ils cherchent des solutions, c'est sur le plan religieux ou bien sur le plan spirituel. Ils ne pensent pas aux psychologues. En faisant, par exemple, ce webinaire, je pense que s'il y a des parents, ils vont comprendre ce que c'est la santé mentale et ils vont comprendre le rôle qu'ils doivent jouer. Également, on a parlé, par exemple, du fait de transposer leur frustration académique sur leur progéniture, c'est-à-dire quelqu'un a voulu être médecin, n'a pas pu être médecin, il oblige un enfant à être médecin. Comprendre que non, il ne doit pas orienter l'enfant dans le choix de sa carrière ou bien dans le choix de ses études. C'est là où les parents doivent vraiment jouer. Laisser l'enfant d'abord faire son choix et pouvoir l'orienter par rapport à son choix. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Les parents ne doivent pas ajouter une pression supplémentaire à leurs enfants qui souffrent, qui peuvent ajouter une pression supplémentaire dans le choix des filières ou bien des professions qu'ils voudront faire dans l'avenir. C'est-à-dire quand un étudiant choisit délibérément une filière et que même c'est difficile, il est conscient que c'est lui-même qui a choisi. Or, quand c'est que ça a été imposé, ça devient compliqué pour lui. Bon, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci beaucoup, docteur Jean Bamé. Merci à tous nos invités. Enfin, mes collègues me font savoir que c'est la dernière question de la part du public qu'on aura. Et donc, je remerciais nos invités pour la richesse de leurs interventions et à notre cher public pour son engagement. Ce webinaire nous a démontré que la santé mentale des étudiants et étudiantes en Afrique est un enjeu majeur, encore trop peu pris en compte. Vous l'avez toutes et tous mentionné que dans le milieu universitaire, on ne prend pas assez au sérieux la question du détresse psychologique des étudiants et étudiantes. Et donc, briser le tabou, c'est reconnaître que le bien-être mental est une condition sine qua non à la réussite académique et l'épanouissement personnel des étudiants. L'étudiant africain continuera toujours à porter ce débat dans ses publications et ses actions. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire et surtout, prenez soin de vous. Et comme tous nos intervenants l'ont mentionné, prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Soyez bienveillants envers les autres parce qu'on ne sait pas ce que X ou Y traverse. Et donc, un simple sourire ou un simple mot gentil pourrait sauver une vie. Merci à vous et bonne soirée.
Merci. Bonne soirée à vous également. Merci.